Comment se fournir en bois pour un amateur? As-tu une astuce pour bricoleur à deux mains gauches? Quel est l'investissement minimal à prévoir pour débuter un atelier de menuiserie? Quels conseils donnerais-tu pour bien aménager un petit atelier pour un maximum de performance? Quelle différence y a-t-il entre un pigeon? Bonjour et bienvenue dans le garage. Alors comme promis, cette vidéo fait suite au concours organisé pour les 20 000 abonnés de la chaîne Être une palette. Pour fêter cet événement, j'ai organisé un concours et aussi une foire aux questions, une FAQ. Et vous avez été tellement nombreux à participer que j'ai dû pour la première fois faire plusieurs vidéos pour vous répondre à tous. Alors merci à tous pour votre participation. Cette vidéo est la deuxième de la série et elle vient la compléter. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à aller la voir, elle se trouve ici. Et je vous mets aussi un lien dans la description de la vidéo. J'ai regroupé les questions par thème et la vidéo est chapitrée comme d'habitude, donc si un sujet vous intéresse particulièrement, allez faire un tour dans le sommaire de la vidéo. Dans la première partie de la FAQ, donc dans l'autre vidéo, j'ai répondu aux questions portant sur la chaîne Être une palette, sur l'établi qui a fait l'objet de pas moins de 30 vidéos et qui d'ailleurs n'est pas encore terminé, et j'ai aussi répondu aux questions portant sur les projets à venir. Les gros projets, les projets de réalisation et les projets en général. Et enfin, j'ai répondu aux questions que vous vous posez sur les outils. Aujourd'hui, les thèmes des questions auxquelles je vais répondre sont l'organisation de l'atelier, vos idées de vidéos, plein de questions diverses que je n'ai pas placées dans une catégorie particulière, et les questions portant sur moi. Pas sur la chaîne, celle-là j'y ai répondu dans la première vidéo. Des questions personnelles. Et j'ai gardé pour la fin une catégorie particulière que je vous laisse découvrir. Je ne vous en dis pas plus, mais attention, ça risque de vous plaire. Alors, vous êtes quelques-uns à avoir des questions à propos de l'organisation de l'atelier, donc on va s'occuper de ça tout de suite. Première question groupée, pourriez-vous nous dire la taille de votre atelier? Ton atelier fait combien de mètres carrés et combien aimerais-tu avoir? Quelle est la différence de ton atelier? De quelle taille est ton atelier? Comment est-il équipé? Alors, concernant l'équipement d'atelier, je ferai une vidéo dédiée autour de l'atelier. Mon atelier, lui, il fait 6 mètres de large par 8 mètres de long, en dimension extérieure, donc il fait environ 45 mètres carrés. Je donne les dimensions parce que c'est important pour l'organisation, on va en parler juste après. Vous vous doutez bien que 6 par 8 mètres carrés, c'est plus facile à aménager que 1 mètre par 48. Pourtant, c'est la même surface. Quant à la surface que je voudrais, le double, le triple, on n'en a jamais assez. Comment agencer un atelier dans un espace garage standard? Déjà, il faut poser les contraintes. Je prends mon cas. Mon atelier, c'est aussi un garage. Il n'est pas au taille standard, mais ça veut dire que je ne peux rien mettre de stationnaire là où je mets ma voiture. Il faut que je puisse la garer, mais aussi y rentrer et en sortir. Donc la place qui est réservée à la voiture et où je ne peux rien laisser entre deux sessions de bricolage, c'est la surface de la voiture plus 1 mètre de chaque côté. Donc c'est pas mal, c'est beaucoup. La solution que j'ai adoptée, c'est que j'ai la chance d'avoir un garage plutôt long et large. À la base, j'avais prévu d'y stocker les vélos, dont un triporteur et une moto en plus de la voiture. Donc dans mon cas, on n'est pas sur un espace de garage standard, comme je disais tout à l'heure. Un garage standard, c'est 3 mètres par 5. Donc la taille d'une voiture et de quoi tourner autour. Bon, déjà, si tu gardes ta voiture, tu oublies le stockage d'une combinée. Moi, j'en ai une parce que mon garage est grand et parce que je peux la déplacer. Et ça, c'est essentiel. Si dans un garage de 15 mètres carrés, tu ne gardes pas ta voiture et que tu veux une combinée, ça va quand même être compliqué si elle est fixe parce que tu dois pouvoir tourner autour. Il faut beaucoup de place devant et derrière la scie pour pouvoir passer le bois. Il faut aussi de la place devant pour opérer la toupie et de la place derrière pour opérer la rabot d'égo. Donc si ta machine est fixe, ton garage, il est plein. Donc la combinée, c'est possible si tu ne mets pas de voiture dans l'équation et que tu peux la déplacer. Quand je l'utilise, je la place en fonction de ce que je vais faire avec. Par exemple, si je rabote, je la mets sur la gauche du garage pour libérer de la place pour travailler côté droit. Et si je veux scier, je la place à droite pour libérer le côté gauche. Dans un garage ou plus généralement un atelier de petite taille, il va surtout falloir jouer avec les volumes plutôt que les surfaces. Il faut utiliser les murs et si possible le plafond. Commence par stocker en hauteur, ce qui te sert rarement. Et tant que tu y es à faire le tri, dégage tout ce que tu stockes parce que ça peut servir et finalement ça ne sert pas. Ensuite, tu privilégies des outils de chantier, plus compacts. Une scie sous table, une fois rangée, ça ne prend pas de place. Et quand il fait beau, ça peut être utilisé dehors. Ça a un double avantage. Vous êtes plus limité par les murs quand vous voulez tronçonner une planche de 4 mètres. Et dans ce cas, d'ailleurs, je vous conseille d'utiliser plutôt une scie circulaire. Ça aussi, ça ne prend pas de place. Le deuxième avantage, c'est que cette sciure, elle sera dehors, pas dedans. Et l'avantage du portatif des outils de chantier, tu l'exploites aussi pour tout. Par exemple, un petit établi que tu pourras lui aussi sortir à l'occasion. Si tu veux te faire une table pour y mettre une défonceuse ou quoi que ce soit d'autre, c'est pareil. Même si tu ne la sors pas, tu pourras la stocker dans un coin quand elle ne sert pas. Des astuces comme ça, je pourrais t'en donner pendant des heures, donc je m'arrête là parce que le sujet est très vaste. J'y reviendrai peut-être dans une vidéo. Vous me l'avez demandé d'ailleurs. À quand une vidéo sur comment organiser son atelier intelligemment quand on n'a pas beaucoup d'espace? Quels conseils donnerais-tu pour bien aménager un petit atelier pour un maximum de performance?
Comment organiser son atelier quand on a une petite surface? Vous voyez, c'est un vrai sujet et je pourrais vous donner, comme je vous le disais, des astuces pendant des heures. La difficulté pour répondre à cette question, c'est que pour optimiser au mieux, il faut s'adapter à votre surface disponible, sa superficie et sa forme aussi, à vos projets qui vont conditionner vos besoins en outillage, à votre outillage et à des détails parfois importants comme votre état de santé. Si vous avez des difficultés, par exemple, à monter des marches, vous allez éviter de devoir utiliser un marchepied ou un escabeau pour aller chercher la scie radiale en haut de l'étagère. J'aimerais me fabriquer un établi costaud comme celui que tu as présenté. Comme je te comprends. J'ai également une scie sous table et j'aimerais intégrer la défonceuse sous table également. Ma question est la suivante. Penses-tu qu'il soit judicieux d'incorporer tous ces éléments sur le même établi ou de prévoir des tables séparées, sachant que mon atelier a une place très limitée? Alors, si ton atelier a une place très limitée, pose-toi quelques questions. La défonceuse sous table dans un établi, c'est pas un problème. Pour s'en servir, tu seras placé au même endroit que pour utiliser ton établi, devant l'établi. Donc si tu veux laisser ton établi en fixe contre un mur, ça marche. En revanche, la scie, ça va pas, parce qu'en fonction de si tu tronçonnes ou si tu délignes, le bois sera décalé de 90 degrés dans un cas ou dans l'autre. Et dans un cas, il faudra que le bois dépasse des deux côtés de l'établi, donc tu ne pourras pas le mettre contre un mur. Et étant donné que ton atelier a une place très limitée, ça m'étonnerait que tu puisses mettre ton établi au milieu. Donc, si ton établi n'est pas facilement déplaçable, ça ne va pas. Placer une scie et une défonceuse dans un établi, ça revient à réinventer la combinée avec ses contraintes d'espace autour d'elle. Mais ça a l'avantage de limiter l'encombrement. Donc si tu peux organiser ton atelier pour travailler avec ta combinée faite maison, oui, je te le conseille parce que tu perdras moins de place. Mais il faut que tu puisses la déplacer. En question, je demanderais ce que tu conseillerais à un amateur bricoleur entre une petite combinée ou acheter séparément, scie, rabot et toupie. Alors, ça va dépendre clairement de la place dont tu disposes et aussi du budget. Si tu as la chance d'avoir un grand espace mais aussi un grand budget, prends tout séparément. Tu n'auras pas besoin de repointer la toupie quand tu veux réutiliser la scie par exemple. Si tu as quand même un peu de place mais pas trop de budget, tu peux quand même acheter une combinée d'occasion. C'est plus économique qu'une bonne scie sous table à laquelle tu rajoutes le prix d'une bonne dégo rabot et d'une bonne défonceuse. Les capacités de travail seront bien plus grandes en plus et la combinée est bien plus durable. Bon, il faut bien la choisir par contre. Certains d'entre vous ont parfois proposé des sujets de vidéo au lieu de poser une question, ou bien ont posé une question suggérant un sujet de vidéo. C'est de ça dont je vais parler maintenant. Envisages-tu de faire plus de vidéos sur le tournage du bois? Alors oui, parce que j'adore ça. Il faut que je m'organise pour ça. Par contre, j'avoue que voir le tour à bois prendre la poussière et s'ensevelir peu à peu sous le bazar, là, ça me saoule. Va-t-on revoir une vidéo avec la TTC 450 avec broche 500 watts et différentes petites réalisations avec? Parce que je suis à 2 doigts d'en acheter une. Alors, pour rappel, la TTC 450, c'est la petite CNC. Alors oui, sûrement, je vais l'acheter ce moteur parce qu'il promet. Sujet de vidéo, bien régler et utiliser les rabots. Alors, je vous ferai une vidéo là-dessus avec plaisir, mais pour l'instant, certains l'auront peut-être remarqué, j'ai que des rabots à angle faible. Donc, je ferai cette vidéo quand j'aurai un rabot d'établi standard. Spoiler alerte, c'est pour bientôt. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Ceux qui sont abonnés et qui ont activé les notifications ne rateront pas ça. Les autres, vous prenez des risques. Ferez-vous 2 tests de CNC abordables? Alors oui, si l'occasion se présente, ça sera avec plaisir. Une CNC, c'est un outil comme un autre, en tout cas c'est mon opinion. On y viendra à comment on est passé de la scie à main à la scie électrique, c'est qu'une question de temps. Mais rassurez-vous, les réfractaires, les outils actuels ne vont pas disparaître pour autant. La preuve, le travail à la main n'a jamais eu autant de vent en poupe. Donc il n'y a pas de souci. J'aimerais des conseils d'achat par outil sur les avantages et inconvénients entre produits bas, milieu et haut de gamme, car on est souvent confronté à des choix cornéliens au moment de l'achat et sans avoir forcément tous les éléments pour faire le bon choix. Et vu le prix des outils, tu as complètement raison. C'est pourquoi, quand je teste un outil, je ne me contente pas de le déballer et citer ses caractéristiques et le tester 5 minutes. Un bon test d'outil, pour moi, c'est vous donner mon avis sur ses points forts, ses faiblesses, les détails qui font la différence, son positionnement dans les gammes de sa catégorie, son positionnement aussi par rapport à la concurrence, sa qualité globale et surtout sa qualité par rapport à ce qui coûte. C'est pour ça que je teste aussi bien du Festool que du Vevor en passant par toutes les qualités de produits entre ces deux marques. Pas cher coûte cher, c'est pas toujours vrai. Parfois cher coûte très cher. Il ne faut pas généraliser, il faut tester pour savoir. Et c'est ce que je fais. À titre d'exemple, pour moi, la défonceuse Festool OF 1010, elle est trop chère par rapport à ce qu'elle propose. Par contre, l'OF 1400 de la même marque, elle est très bien. Elle vaut plus que ce qu'elle coûte. C'est mon avis, je ne veux pas lancer de débat, c'est juste un exemple pour illustrer mon propos. Une prochaine vidéo, je la souhaiterais sur comment faire un bout de canapé en bois avec 3 planches uniquement, 4 c'est un rectangle. C'est plus simple. Qui puisse supporter un ordi portable et uniquement en bois, pas de médium recouvert comme on peut voir.
Alors pourquoi pas, c'est une idée sympa, c'est facile à faire donc c'est accessible à tout le monde, quel que soit votre niveau. J'ai fait un projet similaire avec des petites lattes de chêne collées sur un pan de toile de jute. C'est une bonne alternative pour toi parce que c'est simple aussi. Le support de canapé, il s'adapte sur tous les canapés, il n'y a pas besoin de s'adapter à la largeur de l'accoudoir. Et que tu poses une tasse ou un ordinateur dessus, l'objet il va appuyer sur les lattes, elles se rejoignent et ça forme un support plat. Ma femme l'utilise tous les jours sans exception, elle en est très contente. Question groupée, un nouveau tour d'atelier, un petit backstage, avez-vous fait ou allez-vous faire une vidéo visite de mon atelier? Un tour de ton atelier serait top. Alors oui, c'est une bonne idée, je vais faire ça fait longtemps que j'en ai pas fait, et je ferai une vidéo dédiée, comme ça je vous parlerai de tout l'outillage qu'il y a dedans. Une vidéo sur une défonceuse sous table me plairait beaucoup. Eh ben moi aussi, parce que j'ai en projet de mettre la Triton TRA 001 sous table depuis longtemps. Je réfléchis encore à la façon de le faire, de manière à ce que ça prenne pas trop de place. Le sujet est pas mûr, mais vous inquiétez pas, c'est dans les tuyaux. À quand une vidéo sur les outils de base à avoir pour bien débuter dans la menuiserie amateur? Alors je vais le faire, soit en une, soit en plusieurs vidéos. L'idée, ça sera de débuter soit exclusivement aux outils à main, soit en électroportatif, soit les deux. Pourquoi pas un suivi détaillé d'un projet mêlant menuiserie classique, découpe à la CNC et gravure laser? Alors ça va arriver. J'ai pas de projet précis en tête, mais c'est très probable. Envisagez-vous de donner des cours sur différents assemblages? Alors un petit point sur les cours, je donne pas de cours parce que je suis pas prof. Je présente des manières de faire. C'est similaire à la différence près que mes méthodes ne sont pas très académiques, en tout cas pas toutes, parce que j'ai pas appris ce que je sais dans les livres. Mes méthodes ce sont pas toujours celles à suivre. Je vous montre comment je fais, à quel point ça marche ou pas. C'est pour ça que je fais toujours un bilan en fin de vidéo et je fais confiance à votre sens critique. Cultivez toujours votre esprit critique, surtout sur YouTube. Mais pardon, c'est pas la réponse à ta question. J'ai prévu de faire des vidéos sur différents assemblages. J'ai même acheté quelques fraises pour ça. J'y travaille, mais il faudra d'abord que je fasse une défonceuse sous table. Serait-il possible que tu fasses une vidéo sur les finitions bois pour l'extérieur ou sur des astuces de rangement d'atelier? Alors oui et oui. Pour les finitions extérieures, ça ne sera pas tout de suite parce que j'en ai pas creusé le sujet encore, parce que j'en ai pas encore eu l'occasion. Donc ça sera sûrement pas en 2024. Et pour les astuces de rangement, je ferai peut-être une vidéo dédiée pour l'atelier, mais si tu cherches de très bonnes astuces de rangement, va voir la chaîne de Rangeman. C'est un pro pour ça, il a dédié une chaîne à ça, il a des idées très pertinentes, et non seulement il propose des idées, mais aussi il te donne des techniques pour trouver toi-même la meilleure manière de ranger ton espace en fonction de tes besoins. Et c'est ça qui est important. Est-ce que tu prévois de faire des épisodes sur le tournage? Tu en as parlé peu depuis ton achat. Alors oui, j'en ai fait peu, c'est vrai, et pourtant j'adore ça, mais je voulais vraiment avancer sur l'atelier et j'ai fait beaucoup de vidéos de tests de matériel, trop à mon avis par rapport aux autres thèmes de vidéos, mais c'est encore une fois une question d'opportunité. J'aimerais savoir s'il est possible d'avoir un jour une vidéo sur toutes les finitions. J'avoue être un peu perdu entre huile, gomme laque, cire, vernis, etc. Que faut-il utiliser, à quel moment, pour quel objet ou meuble? Eh bien, figure-toi que je me pose les mêmes questions que toi parce que j'ai fait peu de projets nécessitant une finition pour l'instant. Je me renseigne en ce moment, petit à petit, et quand j'estimerai que j'en saurai assez pour vous donner des infos sans dire de bêtises, je ferai sûrement plusieurs vidéos parce que le sujet est très vaste et très intéressant. Mais pas tout de suite, je suis pas prêt. Penses-tu faire des vidéos cette année sur les gravures laser sur boîte palette? Alors oui, c'est possible. J'en suis pas sûr parce que j'ai plein de projets en tête et je sais que je pourrais pas tout faire, mais ouais, c'est possible. Pour la suite, quelques essais de scie à ruban. Ok, pourquoi pas, je vais voir ce que je peux faire. Fabrication d'un escalier en bois brut, une bonne idée? Alors oui, c'est une bonne idée, mais malheureusement, pas pour moi. Désolé, j'habite une maison de plein pied, donc j'en ai pas du tout l'usage. Et si tu veux, Samuel Mamias a fait une série de vidéos sur le sujet, donc si tu les as pas vues, va voir sa chaîne. Encore une fois, je te mets le lien dans la description. Pourrais-tu un jour tester un outil totalement amateur du type Parkside et nous donner ton avis qui est sans concession? La défonceuse, par exemple, ton outil préféré? Alors bien sûr, oui, j'ai quelques outils Parkside que j'utilise, certains sont bien, d'autres non d'ailleurs. N'allez surtout pas acheter leur tour à bois, je sais qu'il n'est pas bon même si je ne l'ai pas acheté, et heureusement. Leur défonceuse par contre, allez-y, sans problème. Mon voisin l'a acheté, elle est très bien pour le prix. Et si vous voulez des tests, je vous les ferai comme je le fais pour les produits Vévor. Une vidéo sur les fraises qui vous semble indispensable. Alors ça c'est facile, c'est déjà fait. Va voir cette vidéo, si tu n'as pas envie de tout voir, elle est chapitrée. Le dernier chapitre répondra à tes attentes, mais fais-toi plaisir. Apprends-en encore plus en regardant toute la vidéo, c'est mieux. Serait-il possible de faire une vidéo sur les dégauchisseuses raboteuses compactes pour les petits ateliers? Ok, pourquoi pas, encore une fois, ça sera en fonction des opportunités, parce que j'en ai pas. Et une question suggestion, aurais-tu dans ton environnement proche des enfants qui te pousseraient à nous faire des films sur la création de jeux en bois? Alors oui, bien sûr, c'est une excellente idée. Au-delà de la réalisation en elle-même, il y a des règles à suivre pour les jouets en bois. Ce sont des points de réglementation qui sont indispensables à connaître, parce que ces contraintes sont là pour protéger les enfants. Par exemple, on ne peut pas utiliser n'importe quelle colle ni n'importe quel produit de finition. Il ne faut pas non plus que les enfants puissent s'étouffer avec des petites pièces. C'est un vrai sujet. Et surtout, ce sont des projets très cool à faire. Donc ouais.
As-tu prévu de réaliser une vidéo sur les systèmes d'aspiration, aspirateur ou peut-être des améliorations à apporter sur ta combinée? Alors non, désolé, c'est pas prévu pour l'instant. Tu joues beaucoup avec les lasers ou CNC, mais tu comptes faire des vidéos sur les imprimantes 3D à l'avenir? Alors oui, c'est possible, j'en ferai pas beaucoup. J'ai l'idée d'une vidéo sur les objets à imprimer dans le cadre du travail du bois. Il y en a pas mal à faire, des petits objets comme ça. Et je vous présenterai sûrement aussi quelques modèles d'imprimantes, mais je ne sais pas encore quand. Est-ce que tu prévois un tuto sur comment assembler du mélaminé? Pourquoi pas, c'est une bonne idée. Est-ce que tu nous feras une vidéo sur les différentes qualités des fraises à défonceuse? Alors j'y ai pensé, je ne sais pas encore comment structurer cette vidéo, j'y réfléchis encore. Si j'arrive à un script qui me plaît, oui, je la ferai. Test ou information sur les différents types de colle à bois, suivant les marques, le type, les usages. Alors c'est prévu, j'ai pensé faire une vidéo pour les colles pour la série sur les consommables. Allez, maintenant, un petit lot de questions diverses. Quel est l'investissement minimal à prévoir pour débuter un atelier de menuiserie? Alors ça, c'est une question piège. En fait, c'est pas la question, le piège, c'est la menuiserie. Je m'explique. Le strict minimum dont tu as besoin, puisque tu parles d'investissement minimum, je pars sur l'équipement le moins cher possible. Tu auras besoin de quoi tracer et mesurer, un crayon à papier bien taillé, 1 mètre et une équerre juste, puis de quoi scier, une scie à main ça suffit parce qu'il te faudra aussi un rabot, donc tu pourras fignoler les coupes avec le rabot et une planche à recaler qui te coûtera 3 fois rien que quelques chutes, un peu de colle et 2 ciseaux à bois, un de 6 et un de 12 mm, ça ira. Tu mets le prix sur ces deux-là, par contre, ils te suivront toute ta vie. Quelques serre-joints, et voilà. Mais je l'ai dit, le piège, c'est la menuiserie. Tous les outils que j'ai listés, tu peux t'en sortir pour, je sais pas moi, disons 200 €. Mais c'est que le début. Ce que tu sais pas, c'est que tu viens de mettre la main dans l'engrenage vicieux et fourbe de la menuiserie. Au début, tu vas passer des bons moments, tu vas apprendre des trucs et tu vas progresser vite. Et puis tu vas acheter une scie sous table parce que tu veux des coupes plus propres et plus rapides. C'est coûteux, mais tu gagnes en confort et en rapidité. Et puis tu vas te dire, mince, je suis obligé d'acheter du bois équarri, prêt à servir, mais ça coûte cher. Alors tu vas investir dans une dégo rabot, et ça c'est malin, parce que si tu utilises beaucoup de bois, tu pourras l'acheter brut, c'est bien moins cher, et ça sera un investissement que tu pourras rentabiliser. Tu pourras recycler du bois de récup aussi, et ainsi de suite. Et puis au bout d'un moment, après quelques années, tu jetteras un coup d'œil dans le rétroviseur de ta passion, là. T'as remarqué, le mot il a changé, la menuiserie c'est devenu une passion. Tu jetteras donc un coup d'œil dans le rétroviseur de ta passion et tu verras que l'équipement de départ il s'est étoffé et que tu en as maintenant pour un joli tas de billets dans ton atelier. Et ça ne sera pas fini, parce que même si tu as une visseuse à 300 balles, tu auras toujours besoin d'un tournevis en plus. Si tu t'investis dans cette activité, ce passe-temps, cette passion, le nom varie en fonction de chacun, alors peu importe combien tu investis pour démarrer, ça sera que le début. Mais chaque euro investi, ça sera rentabilisé. Parce que le fruit de cet investissement, ça sera du bon temps, du savoir-faire, des réalisations uniques, de la fierté, de l'estime de soi peut-être, des galères sûrement. Mais mon opinion pour moi, c'est que l'investissement est rentable. Donc peu importe combien il faut pour démarrer, ça ne suffira pas. Alors il s'agit là plutôt d'une demande pour ma part, elle est liée à une vidéo préférée sur ta chaîne qui est celle du montage pour recaler. Je trouve ce genre de montage génial et j'aimerais en apprendre plus sur ce genre de possibilités. Ça permet de faire du bon travail et en plus de s'exercer en fabriquant ses propres montages. Alors pas de souci, les montages d'usinage de ce genre, tu vas en voir pas mal par ici. Ce qui est génial avec les montages d'usinage, c'est que tu peux multiplier les capacités d'un outil très facilement et pour pas cher. Et ça c'est top. Comment dégauchir pas mal de bois sans se ruiner? Alors je vois deux manières de dégauchir du bois. La première c'est d'utiliser une dégauchisseuse ou une dégo rabot. La seconde c'est d'utiliser une défonceuse avec un montage adapté qui permet de la déplacer sur une surface plane. On parlait de montage d'usinage juste avant, voilà un autre exemple. La première technique, c'est la plus commune parce qu'elle est rapide et efficace. La seconde technique, elle est moins pratique, elle nécessite un montage d'usinage dédié, mais elle permet de dégauchir des bois de la largeur qu'on veut, tandis qu'une dégauchisseuse a une largeur de travail limitée. Très bien, on a les deux techniques, laquelle est la moins chère? La seconde, parce que le montage d'usinage peut être fait en bois de récup et coûtera pas grand-chose, et la défonceuse, vous pouvez vous en servir comme une défonceuse. En contrepartie, il va vous falloir plus de temps et une fraise qui coûte un petit peu quand même. Mais je vais vous donner un moyen malin de gagner du temps. Ces deux techniques, je vous les apprends probablement pas, on les voit souvent. Il y en a une troisième qu'on voit bien trop peu. Vous prenez le montage d'usinage de la défonceuse et vous remplacez la défonceuse et sa fraise à surfacer, pas si bon marché, par un rabot électrique premier prix. Remplacer la défonceuse par un rabot, ça va vous permettre de dégauchir beaucoup plus rapidement, parce que les fers du rabot sont plus larges que votre fraise, et vous pouvez trouver des rabots électriques au prix d'une fraise à surfacer de qualité. Assurez-vous juste de choisir un modèle pour lequel vous pourrez trouver des fers de rechange facilement. Voilà, cette astuce, c'est cadeau. Que penses-tu des taquets français? Alors les taquets français, d'abord, ont rien de français, du coup on peut les appeler aussi French Clit, histoire d'ajouter un petit peu d'incohérence.
nommé un taquet français, car rien de français en anglais, moi ça me fait sourire. Mais peu importe comment on les appelle, hein, les taquets français, c'est ce système de fixation basé sur des tasseaux coupés à 45 degrés et qui permet de fixer n'importe quoi, n'importe où sur une surface verticale. C'est très pratique, mais si votre place est comptée, vous y gagnerez beaucoup à mettre une armoire plutôt qu'un mur de French clit. À moins que vous utilisiez ces petites astuces. D'abord, il ne faut pas se contenter d'un tasseau oblique sur sa partie détachable qui porte les outils. Il faut absolument, à mon avis, verrouiller la partie mobile sur la partie fixe. Ça évitera les accidents, d'une part, et ça vous permettra aussi de fixer les French clits sur les portes de vos placards, des côtés extérieurs comme intérieurs de la porte. Et ça permet de gagner beaucoup de place. Vous avez vu tout ce qu'on peut mettre dans une porte de frigo? Ben voilà, c'est le même principe. Ensuite, pour que ce soit vraiment pratique, il ne vous suffit pas que vos outils soient visibles et déplaçables facilement, il faut que vos outils soient là où vous vous en servez. Je prends par exemple les ciseaux à bois. Vous faites un support unique pour tous vos ciseaux, pas un support par ciseau, parce que quand vous en aurez besoin, vous aurez souvent besoin de toutes les tailles ou plusieurs tailles. Pensez ce support de manière à ce qu'il puisse être posé sur l'établi. Inspirez-vous par exemple de ce support de couteau. Comme ça, vous aurez tous vos ciseaux au même endroit, vous les rangez où vous voulez sur les supports prévus pour ça, et quand vous en avez besoin, vous les avez sous la main, à l'endroit où vous en avez besoin, toujours rangés dans leur support. Ça évite de les perdre, ça évite qu'ils roulent sur l'établi et qu'ils finissent au mieux par terre ébréchés, au pire dans votre pied. Et quand vous avez fini, vous pouvez prendre tout le lot de ciseaux et aller les affûter, parce que bien sûr, vous aurez prévu au moins un petit bout de tasseau près de votre système d'affûtage pour y placer le support. Ça sera bien pratique pour affûter vos ciseaux l'un après l'autre, sans avoir à les apporter un par un, parce qu'il n'y a pas de place libre près de vos pierres ou de votre touret, par exemple. Vous sortez le ciseau de l'étui, le support donc, vous l'affûtez, vous l'essuyez, vous le rangez, vous passez au suivant. Voilà, ça c'est ma vision du French clit, telle que je l'imagine, pour en tirer tous les avantages de polyvalence et de praticité, en laissant de côté son seul inconvénient, la surface que ça prend. Donc pour conclure, ouais, les taquets français, je suis pour, mais à ma manière. As-tu une astuce pour bricoleur à deux mains gauches? Bien sûr, tu prends le temps de découper ton projet en étapes simples, tu traites une étape après l'autre tranquillement, sans pression, mais concentré, tu achètes des outils pour gaucher, et les paires de gants, tu les achètes par deux pour avoir deux gants gauches. Maintenant, pose-toi la question. Si tu as deux mains gauches, est-ce que tu bricoles comme un pied pour autant? Et ce pied, c'est le gauche ou le droit? Vous avez 4 heures. Je vous avais dit, il n'y a pas de question con, mais les réponses peuvent l'être. Et pour les FAQ, à quel point tu es fier du nom de ta chaîne? Alors ça, j'en suis très fier. Les premières vidéos de la chaîne, je les ai préparées avant que la chaîne existe. Il m'a fallu du temps pour me former au montage, entre autres. Et je voulais que même les premières vidéos soient plutôt propres, tout au moins agréables à regarder et surtout claires, faciles à comprendre. Ça m'a laissé le temps de réfléchir à un nom de chaîne sympa et différent. La chaîne, au début, elle a failli s'appeler « Bienvenue dans le garage », mais je trouvais ça moyen, et avec le recul, c'est toujours le cas. Donc comme j'avais le temps d'y réfléchir, j'ai mis des mois avant de trouver un nom qui me plaise, et quand je l'ai trouvé, c'est tombé comme ça. J'étais content parce qu'enfin j'avais trouvé le nom de la chaîne, et avec le recul, c'est toujours le cas, donc je m'en suis pas lassé, donc oui, j'en suis fier. Pouvez-vous me dire quelle épaisseur d'établi pour quelle vallée d'établi? Y a-t-il des normes, des tailles standards? Alors par épaisseur, tu penses au plateau, par rapport au diamètre. Alors déjà, pour ceux qui ne savent pas, un valet d'établi, c'est ça. C'est une espèce de serre-joint ou d'étau qui va s'enfiler dans un trou de l'établi pour fixer une pièce de bois. Vous mettez le valet dans le trou, la pièce sur le plateau de l'établi, par exemple, ça peut aussi être sur le côté, comme ça. Un coup de maillet sur le valet et la pièce est maintenue. Je ne peux pas vous montrer, là j'ai le valet, mais pas les trous encore. Donc le coup de maillet va contraindre le valet, il va se mettre en arc-boutement et serrer très fort. Le meilleur exemple d'arc-boutement que je puisse vous donner, ce sont les vieux tiroirs de la commode des grands-parents, ces tiroirs qui se coincent tout le temps. C'est ce phénomène-là. La tige du valet, donc, elle va se mettre en travers dans le trou de l'établi, et ça marchera d'autant mieux avec un plateau plus large, évidemment. Mais il n'y a pas de minimum, en fait. Il ne faut pas avoir un plateau trop fin, évidemment, mais je pense qu'à partir de 3 ou 4 cm, ça suffit. Ensuite, un coup de maillet sur l'arrière suffit pour libérer le valet, il se débloque, c'est très pratique et trop stylé. Pour que ça fonctionne bien, évidemment, l'épaisseur du plateau, plus elle est grosse, mieux ça marche, mais c'est pas ça le plus important. Surtout, pour que ça fonctionne, le trou de l'établi doit être d'un diamètre à peine plus grand que la tige du valet. Et il y a des normes, 19 mm, 20 mm, 22 mm, j'en ai vu aussi à 28 mm. Le plus souvent, les valets, ils font 19 ou 20 mm. Alors attention, un valet de 19 mm dans un trou de 20, ça ira pas. En revanche, un valet de 3/4 de pouce dans un trou de 19 mm et vice-versa, ça marche. Parce que 3/4 de pouce, ça fait 19,05 mm. Et c'est vraiment le diamètre du trou par rapport au valet qui est importante. Allez, encore deux questions semblables maintenant. À quand la comparaison, pour ma part très attendue, de la fleureuse Vévor et de la Makita? Et à quand le comparatif de la fleureuse Vévor avec la Makita? Alors c'est pour bientôt, j'ai reçu la Makita et je suis en train de la tester, mais des vidéos vont encore sortir avant celle-ci. Il va falloir attendre un peu. Quel bois utiliserais-tu pour la réalisation d'un meuble de salle de bain, sauf bien sûr du mélaminé?
Alors, évite les bois tanniques comme le chêne déjà, évite aussi les bois qui n'aiment pas trop l'humidité comme le hêtre. Prends plutôt du bouleau, du Douglas, de l'érable, à toi de voir, hein, en fonction du design que tu veux donner à ton meuble et aussi des finitions que tu vas y apporter. Pour un meuble de salle de bain, pour la finition, évite le Rubio. C'est une huile, c'est pas filmogène. Et même si tu utilises de l'oil plus 2C avec un durcisseur et un métallisant, ça ira pas pour des surfaces avec de l'eau stagnante. Ça va très bien pour une surface verticale ou inclinée, parce que c'est déperlant, mais stagnant, ça marche pas. Pars plutôt sur un vitrificateur pour parquet, ça marche super bien. Dans cette vidéo-là, j'ai décapé le vernis de ce meuble en chêne et je l'ai protégé avec un vitrificateur à parquet. Il est en chêne, et je te rappelle que je ne te le conseille pas parce que c'est un bois tannique, et l'eau sur le chêne fait remonter le tanin, ce qui fait des taches très moches et compliquées à éliminer. Ça fait maintenant 4 ans que ce meuble est dans la salle de bain. Le coffre sous l'assise sert à y mettre le linge sale, y compris les serviettes humides, et il est encore nickel. Donc ça marche super bien. Quelle est la vitesse linéaire moyenne pour une scie à ruban? J'ai cherché sur internet, et d'après Outillage 2000, c'est entre 20 et 25 mètres secondes. Que pensez-vous de l'aérogommage? Car on voit et on entend de tout. Alors l'aérogommage, déjà, c'est une technique de décapage, en gros. On balance une poudre abrasive sur un support avec de l'air comprimé. L'abrasive ponce, entre guillemets, chaque recoin de la surface à décaper. Ça, c'est la théorie. En pratique, j'imagine qu'il ne faut pas décaper une plaque de tôle peinte comme un meuble qu'on voudrait dévernir. Mais j'en sais rien parce que j'ai jamais pratiqué, je ne me suis jamais posé la question. Ce que je pense aussi, c'est que ça doit bien être pratique pour décaper dans des endroits pas faciles à atteindre avec une ponceuse. Quelle colle facile à trouver dans le commerce et pas trop cher, puis-je utiliser pour coller du métal avec du bois? Exemple, coller un roulement à billes dans un trou que j'ai percé avec un forêt Forstner du même diamètre que le roulement. Et moi, à ta place, je prendrais soit de la colle néoprène, soit de la colle époxy. On en trouve en grande surface de bricolage. Par contre, attention aux coulures, hein, le roulement risque de ne pas aimer. Comment se fournir en bois pour un amateur? Ah, vaste question. Alors, il y a plusieurs points d'approvisionnement. Le premier, c'est les scieries, d'abord. C'est là où le bois sera le moins cher. Ensuite, il y a les négociants en bois. C'est plus cher, mais ils proposent plus de choix. Alors, cherchez ceux qui sont près de chez vous sur Internet, contactez-les et posez-leur quelques questions. Première question éliminatoire, est-ce que vous vendez aux particuliers? Et ensuite, dans l'ordre, quelles essences vous proposez? Ou encore mieux, est-ce que vous avez, par exemple, du hêtre en 27? Ils aiment bien les questions précises. Par contre, ne détaillez pas votre fiche de débit. La personne en face, elle n'a pas que ça à faire. Demandez-lui plutôt en quelle longueur ils ont l'essence qui vous intéresse. C'est important pour que vous puissiez calculer votre taux de chute. Ensuite, demandez si le bois il est sec et comment il est sec. Bien sec, ça veut dire qu'il est prêt à l'emploi. Sec, ça veut dire qu'il faudra peut-être stocker le bois au sec pendant quelques temps avant de l'utiliser. Et ensuite seulement, à la fin, demandez le prix. Et il sera sûrement hors taxe d'ailleurs. Mais il existe une troisième option, d'ailleurs, il y a Le Bon Coin, mais attention, il y a à boire et à manger là-dessus, et les bonnes affaires, quand il y en a, elles ne restent pas longtemps. Quel est le meilleur type de vis à bois? Alors la réponse, tu la trouveras dans la prochaine vidéo sur les consommables. Tu l'as compris, hein, le sujet, ça sera les vis. Je ne veux pas en dire plus pour ne pas spoiler, hein, désolé. Ou plutôt si. Il n'existe pas un type de vis à bois meilleur que les autres, il en existe plusieurs en fonction de l'utilisation. Parce qu'une vis, ça ne sert pas simplement à visser. Sinon, il n'y en aurait pas autant de modèles différents. Tu vas voir, je vais tout expliquer. J'en profite pour poser une question, tu fais très bien. Sais-tu où on peut trouver une méthode ou une doc pour fabriquer une fenêtre simple vitrage? Alors oui, BLB Bois, la maison d'édition des revues Le Bouvet, Bois Plus et Tournage sur Bois, que je vous recommande d'ailleurs, a publié un hors-série Portes et fenêtres, fabrication et pose. Il est en vente sur leur site, ça coûte 11 €. Par contre, eux, ils proposent de fabriquer des fenêtres à isolation thermique et phonique avec de l'outillage standard. Pas de simple vitrage. Mais bon, qui peut le plus, peut le moins. Donc je te mets le lien en description si ça t'intéresse. Ton arrière-plan en bois est juste magnifique. J'imagine que c'est toi qui l'as fait. Tu pourrais nous expliquer comment? Ah oui, c'est très simple, c'est facile. J'ai fait 3 vidéos sur le sujet. Je te mets les liens en description sous la vidéo. Pour un novice en ébénisterie, comme moi, y a-t-il une ou des essences de bois à préconiser pour débuter? Si oui, là ou lesquelles? Alors moi, j'ai fait mes armes au tout début avec du bois de palette. C'est à la fois bien et pas bien, parce que le bois de palette, c'est gratuit. Donc c'est bien. Donc il n'y a pas de pression aussi quand tu foires une pièce. Par contre, la plupart du temps, c'est du résineux et c'est pas le meilleur bois pour travailler. C'est un bois difficile à travailler proprement en fait parce que le grain, il n'est pas fin. Donc le bois, il n'a pas une densité homogène. Donc j'ai fait des queues d'aronde par exemple dans du bois de palette et dans du hêtre en même temps. Je veux dire par là avec le même niveau de compétence et j'ai trouvé le hêtre beaucoup plus facile à travailler. Et plus souvent, les bois de palette sont pas secs. Mais je me sers toujours du bois de palette pour faire des essais et je te le conseille quand même pour débuter. Quand tu auras un peu pratiqué, que tu arriveras à un niveau pas parfait mais pas mal, tu passeras sur du bois plus simple comme le hêtre ou le chêne et tu verras que tu auras fait de beaux progrès et ça va te plaire.
On va parler de moi un petit peu maintenant. Que fais-tu dans la vie de tous les jours? Quel est votre métier ou ancien métier? Une question indiscrète, c'est quoi ton boulot? Quel est ton domaine d'activité avant et pendant la chaîne? Que fais-tu comme métier à côté de ta passion du bois? Quelle est votre activité professionnelle? Ma question, quel est ton métier de base? Je travaille dans l'informatique, je gère une petite partie de l'infrastructure de la boîte pour laquelle je travaille et je facilite le travail des DevOps. Alors c'est compliqué à expliquer pour des gens qui ne sont pas du métier. En clair, je développe et je maintiens des outils pour que les développeurs puissent créer et maintenir les serveurs et le réseau dont ils ont besoin pour leurs applications qu'ils développent. On est bien loin de la menuiserie. Quel est ton parcours pro? Quel est ton métier et formation dans la vie? Quelles sont ta formation et ton métier? Ont-ils un rapport avec la passion du bois? Je souhaiterais savoir les études que vous avez faites. Quelle est ta formation initiale? Quelle est votre formation de base? Quelle formation as-tu? Lorsqu'on voit le garage, tout le bois et les outils que tu as, je me dis que tu avais un petit peu le pied dedans avant de lancer la chaîne. Sinon, chapeau. Votre métier à la base n'est-il pas prof? Car je trouve que vous avez une bonne façon d'expliquer les méthodes. On dirait que vous avez bien potassé le sujet et ça, j'aime bien. Alors, oui, je potasse les sujets et moi aussi, j'aime bien. Alors, j'ai une formation technique, déjà. J'ai un DUT de génie électrique et informatique industrielle, option automatisme et système. Je respire. En gros, les systèmes électriques pour les usines, je connais, depuis l'éclairage jusqu'aux automates qui pilotent les machines. J'ai commencé ma carrière chez Michelin comme ouvrier spécialisé. C'était avant les années 2000. À l'époque, les pneus ils étaient faits entièrement à la main. C'est peut-être encore le cas maintenant. D'où le terme de manufacture. Michelin avait développé à l'époque un procédé secret qui permettait de faire des pneus sans opération manuelle. Vous voyez venir les automates industriels là. Bah ouais, il y en avait. Je suis rentré dans la boutique pour piloter et entretenir ces machines. Puis j'ai formé du personnel à mon métier. Au Brésil d'abord, puis en France. Puis j'ai pris goût à la formation à ce moment-là. Et ensuite, je me suis reconverti dans l'informatique, d'abord en interne pour Michelin, puis je suis parti sur Toulouse travailler 2 ans pour Airbus via une société de service. Et là, je vais faire une petite pause dans ma réponse pour inclure cette question. Je sais que tu travailles dans les avions. Moi, j'ai arrêté ce job, j'étais sur les Beluga XL. Tu travailles toujours. Donc non, c'est fini. Aujourd'hui, je travaille pour une boîte dans le domaine de la santé, j'en ai parlé juste avant. Aucune trace de copeaux ou de sueur malheureusement dans mon parcours pro, mais ma formation initiale m'a aidé à restaurer ma combinée et mon goût pour la formation a fait mûrir chez moi un côté pédagogue qui m'aide bien pour mes vidéos. Allez, encore quelques questions similaires que j'ai regroupées. Pourquoi tu t'es orienté vers la menuiserie? Comment la passion du travail du bois t'a piqué? As-tu toujours été bricoleur? Alors, concernant ma formation dans le domaine du bois, je suis complètement autodidacte. Mon père aussi a travaillé le bois en loisir. D'ailleurs, la combinée Lurem que j'utilise beaucoup lui appartenait avant. Je suis le seul de ces 4 fils à avoir été attiré par le bois. J'ai toujours aimé bricoler. J'ai fait du modélisme à l'époque des constructions bois, avant la mode du tout polystyrène. J'ai construit quelques planeurs et quelques avions. Et puisque j'aime bien quand c'est pas simple, j'ai fait un peu d'hélico aussi. J'ai jamais touché la combinée à bois avant la quarantaine parce que je savais pas quoi faire avec. Et puis c'est venu d'un coup, j'ai eu envie de faire mes meubles peu après avoir construit ma maison. Et j'ai construit moi-même ce garage et grâce à ça, j'ai la place pour organiser un atelier correct. Encore quelques questions similaires. Où as-tu appris toutes ces astuces de bricolage? Où as-tu appris tout ce que tu sais? Où est-ce que tu as appris tout ça? Car je trouve que tu as de bonnes connaissances. T'es diplômé ou t'as appris sur le terrain comme un amateur? Car je trouve que tu t'en sors super bien. Alors, comme je l'ai dit, je suis autodidacte. Je suis passionné et curieux. J'aime comprendre et savoir faire. Et mon savoir, en fait, c'est une accumulation de pratiques, d'expériences au pluriel, d'essais, de recherche d'informations et puis d'esprit critique surtout. Quel est ton outil que tu apprécies d'utiliser à chaque fois? Quel est l'outil avec lequel tu préfères travailler? Alors ça, c'est facile, c'est la défonceuse. Ça, c'est mon outil préféré, vraiment. Avec ma vieille défonceuse Black & Decker, j'ai construit mon premier meuble, une bande d'arcade intégralement en médium. J'ai fait toutes les découpes avec, parce que je trouve que les découpes dans du médium sont beaucoup plus propres à la défonceuse qu'à la scie circulaire. Et cette défonceuse, je l'ai utilisée jusqu'à sa mort. Je l'ai remplacée récemment par la Festool OF 1400, qui est un régal à utiliser. Les défonceuses, c'est la vie. Tu as cité dans ta vidéo sur la boîte à guimbarde la chaîne de Cosman. Quelles sont les chaînes et ou les ouvrages où tu apprends le plus vis-à-vis des outils à main? Et bien justement, la chaîne de Rob Cosman, c'est ma préférée concernant les outils à main. C'est une chaîne anglophone, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de chaînes francophones traitant des outils à main. Il y en a, je veux dire, hein. Il y a Samuel Mamias, Franck de Créolinium, John de Astuce Design, Yann de Cré-Birkenwald qui en parle parfois, mais parfois. Et à mon goût, il ne creuse pas assez les sujets. Alors attention, hein, c'est subjectif ce que je dis, hein, ça engage que moi. Il y a des chaînes que j'aime bien où les youtubeurs sont muets et montrent comment ils réalisent leur création, aux outils à main bien sûr. Je pense par exemple à Yuri de la chaîne GR Woodworking, je vous conseille. Toutes les chaînes dont je vous ai parlé, hop, en description, comme d'habitude. Qui t'inspire pour tes fabrications et vidéos? Quels sont vos youtubeurs préférés? Quelle est la personne qui t'influence le plus sur YouTube? En gros, de quelle chaîne es-tu fan? Quelle est ta chaîne préférée sur le travail du bois exclusivement? Quelle chaîne YouTube suis-tu et que penses-tu des chaînes bois en général? Quelle chaîne d'autres youtubeurs apprécies-tu?
Alors d'abord, je ne m'inspire pas de chaînes en particulier, j'utilise plutôt Pinterest pour chercher des idées, mais je regarde beaucoup YouTube bien sûr, hein. Mes chaînes préférées, alors celles qui me font le plus plaisir quand je reçois une notification toutes catégories confondues, c'est pas des chaînes bois. Je dirais Astronogeek, Underscore et Yateshway. Si vous ne connaissez pas, je mets les chaînes dans la description de la vidéo. Globalement, ce sont des chaînes de vulgarisation, ou pas d'ailleurs. Catégorie bricolage, je dirais Barnabé Chaillot et sa chaîne Chaillot Barnabé. Alors lui, c'est un petit peu le Géo trouve-tout de l'énergie renouvelable. Et Sylvain de la chaîne Frux, c'est un petit peu touche-à-tout aussi, j'aime bien. Dans la catégorie pur bois, je dirais Ishitani Furniture. C'est un japonais fabricant de meubles. Alors lui, il fait des histoires sans parole, sans musique. Il prend son temps et il travaille super bien. C'est relaxant, ces vidéos. J'aime bien aussi les amis John et Yann et leurs chaînes respectives, Astuce Design et Cray Birkenwald, qui font des trucs hyper propres. Avec une préférence pour Yann, parce qu'en plus d'être rigoureux, il est très pédagogue. Mais John est très très bien. Et bien sûr, il y a la chaîne de Ronald, hein, les Chines de l'arbre, que je vous ai présenté lors de l'épisode 2 de la boîte fabriquée avec des outils à main. J'ai eu un vrai coup de cœur pour cette chaîne récemment, et pour avoir discuté un petit peu avec Ronald, c'est une belle personne qui gagne à être connue. Donc je la mets dans le classement, évidemment. Tu es de quel coin de France? Tu es dans quelle région? Où habites-tu pour venir la boire, cette bière? Alors, je suis en Auvergne, près de Clermont-Ferrand, mais j'en dirai pas plus. Quelle est ta vidéo préférée? Pas celle où tu as le plus de vues, mais celle que tu as préféré faire. Remarque, c'est peut-être celle où tu as le plus de vues. Quelle est la vidéo que tu as préféré réaliser? Bah alors là, j'hésite. J'allais dire l'épisode 22 de la fabrication de l'établi, parce que c'est celle où je mets en place le plateau sur le piétement, et c'est à partir de ce moment que j'ai pu commencer à utiliser l'établi, et puis vous avez pu voir ma satisfaction à ce moment-là, mais c'est la réalisation de l'établi que j'ai aimé, pas forcément la vidéo. Je dirais alors le deuxième épisode de la boîte fabriquée avec des outils à main, parce que c'est avec cette vidéo que j'ai utilisé concrètement ma guimbarde, l'outil à main ancêtre de la défonceuse, et c'est aussi dans cette vidéo que je vous ai présenté la chaîne de Ronald, les Chines de l'arbre, pour laquelle j'ai eu un vrai coup de cœur, comme je le disais juste avant. As-tu déjà eu ce sens du partage dans d'autres activités? Ah oui, j'ai toujours eu le sens du partage, quel que soit le domaine. Le savoir se doit d'être partagé. C'est essentiel. Est-ce que tu te fixes des limites en matière de bricolage et si oui, quelles sont-elles? Ah bah non, bien au contraire. Moi, je ne me fixe pas de limites, je cherche plutôt à les atteindre pour pouvoir les repousser. Dans chaque projet, j'essaye toujours d'inclure soit une petite technique inédite pour moi, soit des petites difficultés. C'est comme ça que je progresse en permanence, peu à peu, et je partage ça avec vous. Et ça, je crois que je l'ai déjà dit dans une autre question. Et si on passait aux questions à la con? Eh ben oui, forcément, avec 200 questions, il y en a forcément des marrantes. Mais attention, hein, j'ai dit questions à la con, j'ai pas dit questions con. Il n'y a pas de questions con. Seules les réponses peuvent l'être. Donc aujourd'hui, c'est moi qui prends tous les risques. Première question à la con, tu choses du combien? Participation algorithmique. Je fais un 45 fillettes. As-tu également passé un partenariat avec Quasimodo quand on entend sonner les cloches à chacune de tes vidéos? Ah, je l'aime bien celle-là. Mon garage est situé à 50 mètres à vol d'oiseau du clocher du village. Et curieusement, aucun voisin ne se plaint du bruit de la raboteuse jusqu'à minuit. J'ai beaucoup de chance. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. Hein. Il m'arrive parfois d'entendre le son de la meuleuse du voisin. On s'entend bien tous les deux. Mais Quasimodo, je ne l'ai pas encore croisé. FAQ, comment monter une vidéo FAQ? Ok, je sors, la bise à tous. Non, reste, on est bien là, t'inquiète. Je vais t'expliquer, je vais te répondre sérieusement. C'est la 3e fois que je me prête à l'exercice. Je l'ai fait quand ta chaîne a atteint les 5000 abonnés, puis 10 000 et maintenant 20 000. Et bien cette fois-ci, c'est un sacré boulot. Pourquoi? Parce que vous êtes très nombreux à participer, et pour moi qui m'occupe de tout seul, vous pouvez me croire que ça m'a bien occupé. J'ai répondu à tous les commentaires, j'ai trié les questions pour les regrouper, les classer par thème, tourner tout ça, et c'est pas fini, hein, le tournage est en cours, et puis il va encore falloir faire le montage, mais c'est trop bien, hein, ça vous permet d'avoir des réponses aux questions que vous vous posez, ça me plaît beaucoup de le faire, ça me fait plaisir, c'est un gros boulot, mais c'est pas une corvée, sinon j'aurais pas fait de toute façon. Question, à quand les 200 000 abonnés? Très bonne question, alors je ne peux pas y répondre, par contre vous pouvez agir pour que ça arrive très vite. Faisons un peu de maths, très vite. Vous êtes environ 21 000 abonnés aujourd'hui. D'après les chiffres de YouTube, plus de 85% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. 15% seulement sont abonnés. Donc en faisant un rapide produit en croix, c'est chiant donc je vais vite, hein. Si tous les gens qui regardent les vidéos de la chaîne s'abonnent, on passe de 21 000 à 21 000 fois 100 divisé par 15, soit 140 000 abonnés. Alors abonnez-vous. C'est rapide, c'est gratuit et ça m'arrange. Passez ce cap, je passe youtubeur à temps plein et vous aurez beaucoup plus de vidéos de qualité. Ça vaut le coup, non? Donc allez-y, le bouton il est là, sous la vidéo. Je vous attends, ça sera pas long, ça prend une poignée de secondes. C'est bon? Ah non, pas encore. C'est gratos, hein, vous gênez pas, hein. Juste là. Ah ben voilà, merci. Et tant qu'on y est, 10% seulement des abonnés ont accès aux notifications, donc vous savez quoi faire. Question sur ta chaîne, quelle différence y a-t-il entre un pigeon,
Alors, elle n'est pas simple celle-là, donc du coup, je ne me suis pas embêté. J'ai posé la question à ChatGPT, c'est pratique dans ce genre de situation, et voici sa réponse. Il semble que votre question soit incomplète. Vous vouliez probablement demander la différence entre un pigeon et quelque chose d'autre. Pourriez-vous préciser votre question ou ajouter le deuxième élément pour lequel vous souhaitez connaître la différence par rapport au pigeon? Je m'en sors de manière impériale. Question philosophique maintenant. Mais au fond, quelle différence y a-t-il entre un bon et un mauvais menuisier? Alors le mauvais menuisier, c'est le gars, il a une scie, il voit un bout de bois, il coupe quoi. Voilà, c'est ça, c'est. On les reconnaît à la ronde ceux-là. Alors que tandis que le bon menuisier, c'est le gars, il a une scie, tu vois, il voit un bout de bois, il coupe, mais c'est pas la même chose quoi. C'est un bon menuisier quoi. Pour être menuisier, il faut être poète. Et en fait, vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bons ou de mauvais menuisiers. Moi, si je devais me résumer ma menuiserie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres avec vous, des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. T'entends, il y a Quasimodo qui passe. Parce que quand on a le goût de la menuiserie, quand on a le goût de la menuiserie bien faite, le beau geste, parfois, on ne trouve pas le youtubeur en face, je dirais. Le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça, c'est pas mon cas, parce que comme je disais là, puisque moi, au contraire, j'ai pu, et je dis merci à mes abonnés, je leur dis merci, je chante mes abonnés, je danse mes abonnés, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand des gens me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Je leur réponds très simplement que c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction en bois, mais demain, qui sait, peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. Ceux qui n'ont pas les refs, vous les demandez aux autres. Et voilà, c'est la fin de cette foire aux questions. J'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé votre réponse, ou au moins que ça vous a diverti. Je vous rappelle que tous les liens vers les vidéos et tout ce dont je vous ai parlé se trouvent dans la description de la vidéo, là-dessous. Si vous êtes intéressé par la première partie de cette FAQ, allez voir par là. Je vous souhaite de bons bricolages, et je vous dis à très bientôt dans le garage. Bisous!